Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, bonsoir même, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer ce soir, et je vais le faire d'ailleurs, une lecture d'un livre qui va m'amener très loin, jusqu'à l'année prochaine, si je vois l'année prochaine, j'espère. et bien sûr, je continuerai d'autres lectures, mais bon, ça, on s'en fiche. Voilà, j'ai un peu froid, ce qui me fait cette tête bizarre. Et si j'ai cette tête bizarre quand je n'ai pas froid, c'est parce que c'est ma tête. Voilà, c'est tout. Bien. Une fois passées ces petites prémices, je commence tout de suite. Anna Karénine de Tolstoï. Ça fait tellement longtemps que je veux le lire. Je l'avais amené, je vais dire amené parce que c'était Anna Karénine carrément que j'amenais avec moi, ou Tolstoï, je ne sais pas quel est le moins lourd. C'était lourd. En voyage, et puis j'ai reculé, j'ai lu d'autres livres à la place et elle est revenue avec moi sans que j'ai commencé, même si je sais que cette première phrase, chère, un auteur que j'aime beaucoup, puisqu'on la trouve quand même dans beaucoup de ses livres, et même en titre, le début, oui. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, j'ai pas lu beaucoup plus que la première phrase. Alors c'est parti avec vous. Excusez-moi, vraiment, l'art de l'introduction et de ne rien dire, je le maîtrise tout à fait, non ? Je maîtrise l'art de ne rien dire. Pourtant, je ne m'entraîne pas. C'est parti. Tolstoï, Anna Karénine. Anna Karénine, à moi la vengeance et la rétribution. Première partie, premier chapitre. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Tout était sans dessus-dessous dans la maison Oblonsky. Prévenue que son mari entretenait une liaison avec l'ancienne institutrice française de leurs enfants, la princesse s'était refusée net à vivre sous le même toit que lui. Le tragique de cette situation, qui se prolongeait depuis tantôt 3 jours, apparaissait dans toute son horreur tant aux époux eux-mêmes qu'aux autres habitants du logis. Tous, depuis les membres de la famille jusqu'aux domestiques, comprenaient que leur vie en commun n'avait plus de raison d'être. Tous se sentaient dorénavant plus étrangers l'un à l'autre que les hôtes fortuits d'une auberge. La femme ne quittait plus ses appartements, le mari ne rentrait pas de la journée, les enfants couraient abandonnés de chambre en chambre. Bonsoir. Après une prise de bec avec la femme de charge, la gouvernante anglaise avait écrit à une amie de lui chercher une autre place. Dès la veille, à l'heure du dîner, le chef s'était octroyé un congé. Le cocher et la fille de cuisine avaient demandé leur compte. Le surlendemain de la brouille, le prince Stepan Arkadievitch Oblonsky, Stiva pour ses amis, se réveilla à 8 heures, comme de coutume, mais dans son cabinet de travail, sur un divan de cuir et non plus dans la chambre à coucher conjugale. Désireux sans doute de prolonger son sommeil, il retourna mollement sur les ressorts du canapé son corps gras, bien soigné, et, l'entourant de ses bras, il appuya la joue sur l'oreiller. Mais il se redressa d'un geste brusque et ouvrit définitivement les yeux. Voyons, comment était-ce, songeait-il, cherchant à se remémorer les détails d'un songe. Oui, comment était-ce ? Ah, j'y suis. Alabine donnait un dîner à Darmstadt, mais Darmstadt était en Amérique. Alabine donnait un dîner sur des tables de verre et les tables chantaient « Il mio tesoro ». Non, pas cet air-là. Un autre bien plus joli. Et il y avait sur les tables je ne sais quelle petite carafe qui étaient des femmes. Un éclat de joie brilla dans les yeux de Stepan Arkadievitch. Oui, se dit-il en souriant, c'était charmant, tout à fait charmant. Mais une fois éveillé, ces choses-là, on ne sait plus les raconter. On n'en a même plus la notion bien exacte.
Remarquant un ray de lumière qui s'infiltrait dans la pièce par l'entrebâillement des rideaux, il laissa d'un geste allègre pendre hors du lit ses pieds en quête des pantoufles de maroquin mordoré, cadeau de sa femme pour son dernier anniversaire, tandis que, cédant à une habitude de 9 années, il tendait sa main vers sa robe de chambre, suspendue d'ordinaire au chevet de son lit. Mais, se rappelant soudain l'endroit où il se trouvait et la raison qui l'y avait amené, il cessa de sourire et fronça le sourcil. « Ha 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 !» gémit-il sous l'assaut des souvenirs. Une fois de plus, son imagination lui représentait tous les détails de la scène fatale, tout l'odieux d'une situation sans issue. Une fois de plus, il dut, et rien n'était plus pénible, se reconnaître l'auteur de son infortune. Non, elle ne pardonnera pas, et elle ne peut pas pardonner. Et le plus terrible, c'est que je suis cause de tout sans être pourtant coupable. Voilà le drame. Ha ha ha, répétait-il dans son désespoir en évoquant les minutes les plus atroces de la scène, la première surtout, alors que rentrant tout guilleret du théâtre d'où il rapportait une énorme poire à l'intention de sa femme, il n'avait pas trouvé celle-ci dans le salon, ni même à sa grande surprise dans son cabinet, et qu'il l'avait enfin découverte dans la chambre à coucher, tenant entre les mains le malencontreux billet qui lui avait tout appris. Elle, cette Dolly qu'il tenait pour une bonne ménagère perpétuellement affairée et quelque peu bornée, était assise immobile, le billet à la main, le regardant avec une expression de terreur, de désespoir et d'indignation. « Qu'est-ce que cela ?» répétait-elle en désignant le billet. Et, comme il arrive souvent, ce qui laissait à Stepan Arkadievitch le plus fâcheux souvenir, c'était moins la scène en elle-même que la réponse qu'il avait faite à sa femme. Il s'était alors trouvé dans la situation d'une personne subitement convaincue d'une action par trop honteuse et, comme il advient toujours en pareil cas, il n'avait point su se composer un visage de circonstance. Au lieu de s'offenser, de nier, de se justifier, de demander pardon, d'affecter même l'indifférence, tout aurait mieux valu, il se prit soudain à sourire. Oh, fort involontairement, action réflexe, pensa Stepan Arkadievitch, qui aimait la physiologie, et ce sourire stéréotypé et bonasse ne pouvait forcément qu'être niais. Ce sourire niais, il ne pouvait maintenant se le pardonner, car il avait provoqué chez Dolly un frisson de douleur. Avec son emportement habituel, elle avait accablé son mari d'un flot de paroles amères et, lui cédant aussitôt la place, s'était depuis lors refusé à le voir. C'est ce bête de sourire qui a tout gâté, songeait Oblonsky. Mais que faire, se répétait-il désespérément, sans trouver de réponse. Chapitre 2. Sincère envers lui-même, Stepan Arkadievitch ne se faisait point illusion. Il n'éprouvait aucun remords et s'en rendait fort bien compte. Cet homme de 34 ans, bien fait de sa personne et de complexion amoureuse, ne pouvait vraiment se repentir de négliger sa femme, à peine plus jeune que lui d'1 année et mère de 7 enfants, dont 5 vivants. Il regrettait seulement de ne pas avoir mieux caché son jeu. Mais il comprenait toute la gravité de la situation et plaignait sa femme, ses enfants et lui-même. Peut-être aurait-il mieux pris ses précautions s'il avait pu prévoir l'effet que la découverte de ses fredaines produirait sur sa femme. Sans jamais avoir bien sérieusement réfléchi à la chose, il s'imaginait vaguement qu'elle s'en doutait depuis longtemps et fermait volontairement les yeux. Il trouvait même que Dolly, fanée, vieillie, fatiguée, excellente mère de famille certes, mais sans aucune qualité qui la mit hors de pair, aurait dû en bonne justice faire preuve d'indulgence. L'erreur avait été grande. « C'est affreux, affreux, affreux !» répétait Stepan Arkadievitch sans pouvoir trouver l'issue à son malheur. « Et tout allait si bien, nous étions si heureux. Je ne la gênais en rien, je lui laissais élever les enfants, tenir la maison à sa guise. Évidemment, il est fâcheux que cette personne ait été institutrice chez nous. Oui, c'est fâcheux. Il y a quelque chose de trivial, de vulgaire à faire la cour à l'institutrice de ses enfants. Mais aussi, quelle institutrice ! Il revit les yeux noirs, le sourire fripon de mademoiselle Roland. Puis enfin, tant qu'elle demeurait chez nous, je ne me suis rien permis. Le pire, c'est qu'elle est déjà... Et tout cela comme un fait exprès.
Oh, mon Dieu, que faire? De réponse, il n'en trouvait point, sinon cette réponse générale que la vie donne à toutes les questions les plus compliquées, les plus insolubles, se plonger dans le train-train quotidien, c'est-à-dire oublier. Il ne pouvait plus, du moins jusqu'à la nuit suivante, retrouver l'oubli dans le sommeil, dans la berceuse des petites femmes carafes. Il lui fallait donc s'étourdir dans le songe de la vie. Nous verrons plus tard, conclut en se levant Stepan Arkadievitch. Il endossa sa robe de chambre grise doublée de soie bleue, en noua la cordelière, aspira l'air à plein poumon dans sa large cage thoracique, puis, de cette démarche balancée qui enlevait à son corps vigoureux toute apparence de lourdeur, il s'avança vers la fenêtre, en écarta les rideaux et donna un énergique coup de sonnette. Le valet de chambre, Mathieu, un vieil ami, entra aussitôt portant les habits et les bottines de son maître ainsi qu'un télégramme. Derrière lui venait le barbier avec son attirail. « A-t-on apporté des papiers du bureau ?» s'enquit Stepan Arkadievitch, qui prit la dépêche et s'assit devant le miroir. « Ils sont sur la table, répondit Mathieu, en jetant à son maître un coup d'œil complice. Au bout d'un moment, il ajouta avec un sourire rusé. « On est venu de chez le loueur de voitures. » Pour toute réponse, Stepan Arkadievitch croisa dans le miroir son regard avec celui de Mathieu. Le geste prouvait à quel point ces deux hommes se comprenaient. « Pourquoi cette question ? Ne sais-tu pas à quoi t'en tenir ?» avait l'air de demander Stepan Arkadievitch. Les mains dans les poches de sa veste, une jambe à l'écart, un sourire imperceptible aux lèvres, Mathieu contemplait son maître en silence. Il laissa enfin tomber cette phrase évidemment préparée d'avance. « Je leur ai dit de revenir l'autre dimanche et d'ici là de ne déranger inutilement ni monsieur ni eux-mêmes. » Stepan Arkadievitch comprit que Mathieu avait voulu se signaler par une plaisanterie de sa façon. Il ouvrit le télégramme, le parcourut, rétablissant en petit bonheur les mots défigurés et son visage s'éclaircit. « Mathieu, ma sœur Anna Arkadievna arrive demain. » dit-il en arrêtant pour un instant la main grassouillette du barbier en train de tracer à l'aide du peigne une raie rose entre ses longs favoris bouclés, frisés. « Dieu soit loué !» s'écria Mathieu d'un ton qui prouvait qu'il comprenait lui aussi l'importance de cette nouvelle. Anna Arkadievna, la sœur bien-aimée de son maître, pourrait contribuer à la réconciliation des époux. « Seule ou avec son mari ?» demanda-t-il. En guise de réponse, Stepan Arkadievitch, qui abandonnait au barbier sa lèvre supérieure, leva un doigt. Mathieu fit un signe de tête dans le miroir. Seul. Faudra-t-il préparer sa chambre en haut ? Là où Daria Alexandrovna l'ordonnera. Daria Alexandrovna ? Répéta Mathieu d'un air de doute. Oui, porte-lui ce télégramme et fais-moi connaître sa décision. Ah ah, vous voulez faire une tentative, songea Mathieu, mais il répondit simplement bien, monsieur. Stepan Arkadievitch, sa toilette achevée et le barbier congédié, allait passer ses vêtements quand Mathieu, le télégramme à la main, fit à pas feutrés sa rentrée dans la pièce. Daria Alexandrovna fait dire qu'elle part et que monsieur agisse comme bon lui semblera, déclara-t-il, ne souriant que des yeux, les mains plongées dans ses poches, la tête penchée de côté, le regard fixé sur son maître. Stepan Arkadievitch se tut quelques instants. Puis un sourire plutôt piteux passa sur son beau visage. « Qu'en penses-tu, Mathieu ?» dit-il en hochant la tête. « Cela se tassera, monsieur. »« Cela se tassera ?»« Bonjour. »« Certainement. Tu crois ?»« Mais qui va là ?» demanda Stepan Arkadievitch en percevant du côté de la porte le frôlement d'une robe. « C'est moi, monsieur, répondit une voix féminine ferme mais agréable. Et la figure grêlée et sévère de Matrone Filimonovna, la bonne des enfants, apparut dans l'encadrement de la porte. « Qu'y a-t-il, Matrone » demanda Stepan Arkadievitch en s'avançant vers elle. Bien qu'il eût de son propre aveu tous les torts envers sa femme, la maison entière était pour lui, y compris Matrone, laquelle était pourtant la grande amie de Daria Alexandrovna. « Qu'y a-t-il » répéta-t-il d'un ton abattu. Vous devriez, monsieur, aller trouver madame et lui demander encore une fois pardon. Peut-être que le bon Dieu vous sera miséricordieux. Madame se désole, c'est pitié de la voir. Et tout va de travers dans la maison. Il faut avoir pitié des enfants, monsieur. Demandez pardon, monsieur. Que voulez-vous, quand le vin est tiré ? Mais elle ne me recevra pas. Allez-y toujours, Dieu est miséricordieux. Priez-le, monsieur, priez-le. Bien, c'est bon, va, dit Stepan Arkadievitch, devenu soudain cramoisi.
Allons, donne-moi vite mes affaires, ordonna-t-il à Mathieu en rejetant d'un geste sa robe de chambre. Soufflant sur d'invisibles grains de poussière, Mathieu tendait déjà comme un collier la chemise empesée qu'il laissa retomber avec un plaisir évident sur le corps délicat de son maître. Et voici une toute petite lecture pour nous mettre simplement en appétit. Et elle y réussit, je pense. En tout cas, pour moi, c'est fait. Et il faut de l'appétit car nous sommes à la page 26 et nous nous arrêterons à la page 1132. Il en reste donc 1106. Tout va bien. Tout va bien. On a fait bien pire que ça. Non. Ça. Un petit poème pour terminer. Et aujourd'hui, j'ai pris Jules Romain. Voilà. Et j'ai ouvert. Je viens d'ouvrir comme ça et je vous lis le poème. Le rythme de mon pouls. Petite famille au rez-de-chaussée, tu te courbes en forme de fossile contre un guéridon d'acajou luisant. N'est-ce pas que dans toute la maison, c'est toi la plus pauvre et toi la moins grande ? On croit qu'elle dort au fond d'une alcôve, ta lampe, elle respire avec effort. Ses rayons ont peur de te pénétrer. Elle te regarde à travers des pleurs. Toi-même, tu gis là comme des hardes, ayant presque un deuil dans tes yeux rougis. Je n'ai pas beaucoup de force à moi seule, mais le vent ce soir m'a sauté au cou. J'ai senti ses mains qui ne sont plus froides. Il m'a fait penser au printemps qui vient. Si tu veux un peu de cette pensée, je l'enverrai par bonds impétueux. Elle ira chercher les rayons traînards de ta lampe qui somnole, couchée, et semble des bœufs dans une prairie. Elle sautera, leur mordra la queue. Ils se dresseront sur leurs jambes grasses et ils courront. Je ne me sers pas de tous mes désirs, ni des élans qui tournent dans l'impasse de mes poings. Je suis content qu'ils me quittent. Tu verras, ils vont t'aimer tout de suite. Tu relèveras doucement tes fronts. Tes doigts danseront au bout de tes bras comme des fillettes qui font la ronde, et tes yeux seront des ruches d'abeilles, deux à deux, le long d'un mur, au soleil. Ce qui s'ennuie en moi de ne penser à rien et de ne pas pouvoir devenir des idées. Et ce qui tire sur sa laisse, comme un chien qui voudrait gambader, court se blottir en toi sans que tu le devines. Je couds avec les mains de la vieille, je lis la leçon de l'enfant qui songeait à son lit, et c'est moi qui suis un peu mort pour que tu vives. C'est tout, je m'arrête là. J'ai cherché un poème que j'ai... Ah, coucou. Coucou. Non, il n'y a pas de souci. Ils peuvent gagner des câlins. Ouais, effectivement. Pas dans le sac. Ah non, il n'y a pas de... Ah, c'est mignonne, hein. Ah bah ça, c'est les lunettes. Dès qu'elle voit un humain, elle se dit chouette, je vais avoir un câlin. Ah, ça fonctionne hein, quand elle approche comme ça. Oui, et en plus, quand on lui en donne, ça la sollicite encore plus. Oui. C'est bien là. Oh. Elle est interminable, hein, vous pourrez passer des heures. Tu fais un bisou? On va continuer le tour. Bah, merci pour le câlin. Bah, je vous en prie, hein. Merci. Voilà. Oh. Trop mignon. Elle est trop contente. Elle est là ma puce. Ouais, attention. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Eh bien voilà, moi aussi, j'ai eu mon câlin.
Trop marrante. Eh bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Bonne nuit tout simplement. Bonne nuit pour moi, bonne soirée pour vous et à très bientôt. Merci encore.